Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bienvenue dans votre chronique Sun Business. Clément Lessort, aujourd'hui, nous parle de design inclusif. Oui Clément, ce mardi 3 mai, je reçois ce matin et pour ce nouveau numéro de Sun Business, Jonathan Charrier. Il est dirigeant et cofondateur de l'agence de design industriel Pulse et Pulp. Ils sont spécialistes de l'innovation d'usage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Dans notre quotidien, Jonathan, nous sommes entourés par des environnements, des objets et des packaging qui, dans leur ergonomie, leur design, ne répondent pas suffisamment ou pas du tout à nos besoins. Vous partez de ce constat? Tout à fait, oui. Si on prend un exemple évident, le packaging avec la fameuse ouverture facile, qui note facile que le nom, on a des grosses problématiques d'ouverture, de stockage, de prise en main de ces fameux packs. Et si on arrive justement à simplifier l'usage en prenant l'exemple parfait des personnes seniors ou des personnes ayant un handicap, si on arrive à leur simplifier l'usage à ces utilisateurs-là, tout en gardant une esthétique valorisante du produit, au final, on arrive à développer un produit, un pack qui va s'adapter à n'importe quel consommateur. Vous voulez partir maintenant du postulat, vous partez du postulat que ce sont les produits, les environnements qui doivent s'adapter à tous, c'est ça le design inclusif? Tout à fait. Quand on achète un produit, on n'a absolument pas envie de s'adapter au produit qu'on achète. Et c'est tout l'enjeu de Pulse et Pulp, c'est d'obliger le produit à s'adapter à n'importe quel consommateur. À qui s'adressent d'ailleurs les produits que vous réalisez? Vous êtes vous-même porteur d'un handicap et vous êtes parti de votre expérience personnelle? Alors, en partie de mon expérience personnelle et puis aussi de l'expérience que j'ai pu découvrir via mon expérience professionnelle et aussi via d'autres personnes que je connais dans mon entourage. Bon, ça veut dire que ça s'adresse à des personnes à mobilité réduite, mais également à des seniors, à des enfants, c'est beaucoup plus large que ça. Je dirais que c'est beaucoup plus large que ça. En effet, on part des problématiques de marché niche comme le handicap, le senior, l'enfance, mais il ne faut absolument pas imaginer que ces produits-là sont dédiés à eux. On part de ces usages-là pour simplifier l'usage de tous. Donc c'est vraiment des produits qui vont répondre aux besoins de tous. C'est-à-dire que puisque les objets n'existaient pas, vous avez décidé vous-même de les créer. Vous êtes parti effectivement d'une carence sur le marché. Ouais. Pour débuter en fait dans notre société, on a commencé dans l'univers des arts de la table, où on a développé des verres, des pichets et des assiettes, en partant justement, comme je le disais, des problématiques seniors handicap. Et aujourd'hui, ces produits-là, ils ont été labellisés, par exemple, par l'Observer du Design, qui est l'équivalent des Oscars du design français, donc en 2014. Et on a pu approcher des groupes de maisons de retraite, des groupes de distribution, classiques ou non, qui sont intéressés par ces produits-là. Jonathan Charrier, il y a d'ailleurs bon nombre d'objets que nous utilisons aujourd'hui, et il faut le rappeler, qui au départ ont été conçus, développés, produits en série, maintenant en grande série, qu'on utilise toujours dans notre quotidien, mais qui ont été conçus au départ pour répondre à ces besoins-là. Tout à fait. Si on prend deux exemples concrets que tout le monde a chez soi, on a la télécommande, et puis la paire de ciseaux avec anneau asymétrique. La télécommande, elle a été créée à la base pour des problématiques d'alitement des personnes au sein des hôpitaux qui ne pouvaient pas donc changer de chaîne simplement. Et du coup, on a créé la fameuse télécommande qu'on retrouve aujourd'hui dans n'importe quel foyer, peu importe le budget, peu importe l'âge. Mais l'enjeu, il est là. L'enjeu de votre business, c'est que vous partez des marchés de niche en pariant sur la généralisation de l'usage et les séries. Tout à fait. En fait, si on prend donc une personne totalement valide, elle va avoir des besoins précis, explicites, et des besoins en fait qu'elle ne sous-entend pas. Et c'est un peu la méthodologie de l'iceberg. Vous allez avoir toutes vos connaissances, enfin tous vos besoins qui sont la partie émergente, et tous les besoins qu'on va identifier par le handicap, qui sont la partie immergée. Comment vous les concevez, vos produits, avec vos équipes? Vous pensez évidemment utilisateurs, alors vous allez sur le terrain, vous allez les interviewer, les interroger, comment vous procédez? On a toute une phase d'immersion où en fait nos designers et ingénieurs vont comprendre le marché, s'immerger dans la concurrence proche ou éloignée, vont faire aussi des tests utilisateurs avec des prototypes de clients qui vont nous demander d'améliorer un produit ou autre.
Et puis en même temps, on va faire des tests avec des personnes qui peuvent être des personnes avec un handicap, des personnes seniors, des enfants ou autres. Ça veut dire que vous allez même dans les maisons de retraite travailler avec des ergothérapeutes, Tout à fait, ouais. des personnes qui sont concernées dans leur quotidien par ces usages-là et par des médecins. Si on prend l'exemple des verres pichets assiettes qu'on a développés, on les a développés avec l'aide du groupe Le Noblage, donc qui était un groupe de maisons de retraite basé à Vertou, et on a eu accès donc à leurs médecins, leurs ergothérapeutes et leurs résidents. Jonathan Charrier, si on imagine et on pense toujours généralisation d'usage, est-ce qu'un jour le monde professionnel, avec ses manipulations à répétition, ses questions de pénibilité au travail, ne peut pas être concerné par vos solutions ? Totalement, puisqu'aujourd'hui, on travaille aussi sur l'aménagement d'espace avec des promoteurs immobiliers. Donc clairement, le monde professionnel, c'est aussi une chose qui est totalement faisable, oui. On parle d'une approche ergonomique, mais il y a également, et là je parle aux designers, comme la plupart de vos confrères, la volonté de faire aussi du beau, de l'élégant, du léger par rapport à la matière que vous travaillez. Tout à fait. Si on fait un produit qui n'a pas d'esthétique, l'utilisateur, le consommateur, va le rejeter nettement plus facilement. Donc tout l'enjeu, c'est via l'esthétique, via l'ergonomie, que le consommateur se reconnaisse dans le produit et accepte de le consommer. Sur quel marché vous intervenez ? Quels sont les domaines d'activité qui s'intéressent à vous et qui sont concernés justement par vos propositions ? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'univers des objets connectés avec pas mal de start-up parisiennes ou autres. On travaille aussi sur tout ce qui est santé avec les dispositifs médicaux. Et ensuite, on a deux nouvelles cordes à notre arc qui sont le packaging et l'aménagement d'espace avec des promoteurs immobiliers. En plus de ça, de répondre à ces besoins directs, vous proposez aussi vos services comme cellules d'innovation, recherche et développement pour les entreprises en manque d'inspiration, je le disais en introduction de cette émission. C'est ça. Comme toute agence de design, donc un industriel qui a des besoins en termes de R&D, de développement produit, peut tout à fait faire appel à nous. C'est ce qu'on fait de manière continue avec des clients divers et variés dans le Grand Ouest, sur la région parisienne et au-delà. Bon, avec un spectre national et à l'international également, comment vous vous adaptez aux réalités et contraintes industrielles et économiques de vos clients ? Parce qu'à un moment, évidemment, ils sortent la calculatrice. Alors là, tout l'enjeu, c'est justement de faire une bonne immersion et d'avoir un bon cahier des charges. C'est d'identifier les objectifs de coût, les objectifs marketing aussi, à qui on va s'adresser. Est-ce que ça va être un marché premium ou pas ? Est-ce que ça va être des enfants, des femmes ou autres ? Donc c'est vraiment à partir d'un cahier des charges bien défini et la connaissance et la découverte de l'outil industriel du client qu'on va pouvoir développer un produit adéquat. En fait, je dirais qu'on va développer un produit qui va correspondre à plusieurs piliers. Une partie esthétique, une partie ergonomique, et aussi prendre en compte la réalité industrielle et économique du client. Alors, quand vous vous projetez avec eux, justement, sur de la série, vous pensez à vos partenaires industriels qui vont réaliser ces produits avec qui vous travaillez ? Alors, tout dépend en fait de quel client va faire appel à nous. On peut avoir des clients qui ont un outil industriel et du coup, on va s'adapter justement à ce fameux outil industriel. Après, on peut avoir l'exemple de start-up qui n'ont aucune connaissance industrielle et qui n'ont pas de réseau. Et là, on va les accompagner et on va faire justement appel à nos partenaires. Partenaires français ou étrangers ? Les deux. Donc, vous travaillez avec des industries, des entreprises françaises qui font de la série et à l'étranger également ? Tout à fait, oui. On a un partenaire français qui a des usines en Chine. Tout dépend en fait du cahier des charges, là aussi du client, s'il va vouloir avoir un produit à très bas coût et s'il souhaite potentiellement le produire en Chine ou ailleurs, on est en capacité. La volonté, c'est pas de revenir en France quand même, de réduire ces coûts sociaux aussi ? Alors, je dirais que la volonté, c'est de répondre aux besoins du client. Donc, en effet, il y en a de plus en plus qui souhaitent produire en France. Et là, on est tout à fait en accord. On a tout le réseau qu'il faut, que ce soit dans l'univers du plastique, du verre et autres. Mais on a aussi des clients qui souhaitent clairement d'abord répondre à la problématique coût. Et dans certains choix, on est obligé d'aller justement à l'étranger.
Distribution, vos produits, on les retrouve où? Là, je pense vraiment que l'objectif, c'est de sortir, j'imagine en tout cas, des endroits et des lieux stigmatisés, si je puis dire. Je pense aux pharmacies, à la parapharmacie, et de trouver vos produits peut-être dans des concept stores ou ailleurs. Racontez-nous. Alors là, aujourd'hui, si on prend l'exemple des arts de la table qu'on est en train de développer, on est en train de nouer un partenariat avec un groupe industriel d'art de la table, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les trouver aussi bien dans des magasins d'art de la table classique, comme dans des groupes de maisons de retraite, dans des hôpitaux ou autres. Donc c'est vraiment tout l'enjeu à chaque fois, c'est d'avoir des produits qui peuvent se retrouver dans des lieux totalement opposés pour autant. Pour revenir aux conditions d'émergence de votre projet, ça se passe à Audencia, au sein de l'incubateur. Quels ont été les bénéfices directs de cette gestation? Alors oui, tout à fait, on a été incubé au sein d'Audencia. L'intérêt pour nous, c'était de pouvoir avoir des lieux qui étaient totalement gratuits en tant qu'incubé. On avait en même temps le réseau de professeurs d'Audencia qui étaient là pour nous aider sur des points comptables, financiers, juridiques et autres. Et on a été en effet incubé par Audencia, mais on a été aussi très bien soutenu par le cluster du quartier de la création, où on a fait partie du dispositif Pépite, qui était bien la genèse de la Creative Factory actuelle. Au-delà de la volonté, justement, et dans les quelques secondes qui nous restent encore dans cette émission, ce sont les dispositifs, cet écosystème du territoire, ça m'intéresse toujours évidemment, qui vous ont aidé à créer votre business. Totalement, c'est vrai que le réseau nantais de création d'entreprises et d'innovation, de start-up, on n'a pas à rougir franchement de Paris. On a vraiment un très très bel écosystème qui est là pour accélérer, pour aider des jeunes entrepreneurs à se lancer. Bon, indicateur aujourd'hui très rapidement, le chiffre d'affaires que vous avez communiqué, sur lequel vous avez communiqué en 2015, et puis les indicateurs là pour la suite, pour fin 2016. Alors nous, on clôture à fin juin. L'objectif, c'est d'atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires et d'être à l'équilibre. Bon, avec combien de personnes dans l'équipe? Aujourd'hui, on est une équipe à temps plein de 3 personnes, plus quelques stagiaires. Perspective de recrutement éventuellement, pour ceux qui nous écoutent? Si tout va bien, et on l'espère, peut-être qu'on pourra envisager du recrutement vraiment toute fin d'année. Sur quel profil? Ce sera en fonction du développement, soit ce sera un profil commercial, soit ce sera un profil designer. Bon, Jonathan Charrier, un peu bousculé en cette fin d'émission, il est le cofondateur et le dirigeant de l'agence de design inclusif Pulse et Pulpe. On était très heureux de vous recevoir. On suivra évidemment cette aventure avec beaucoup d'intérêt. J'en profite très rapidement pour vous annoncer mes invités de la semaine prochaine. Il s'agit de Christian Caillé et son associé Muriel Bréheret. Ça se passe à Couëron, ça s'appelle Delta Meca, et ce sont des entrepreneurs militants puisque à la veille de leur retraite, ils ont décidé de céder, de transmettre leur entreprise à leurs ouvriers sur un format Scope. Merci Clément. Ton invité a choisi d'écouter plusieurs